ça les points lecture se faisaient rares sur la chaîne? Je vois pas du tout de quoi vous voulez parler, pas du tout. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça va être un point lecture type de vidéo qui s'est fait un peu rare récemment parce que j'ai pas d'excuses, hein, j'ai clairement pas d'excuses, mais il y a une liste un peu comme ça de livres dont je dois vous parler et je me dis qu'il est temps de repartir sur des bonnes bases. Donc aujourd'hui je vais vous parler de 6 livres que j'ai lus récemment. Dans ces 6 livres il y a un coup de cœur et un abandon. Et entre les deux, des très bonnes lectures. Donc c'est parti. Commençons par l'abandon, comme ça c'est fait et nous pouvons passer à autre chose. J'abandonne Le silence des vaincus de Pat Baker que j'avais mis en petit vote à un moment. J'avais bref 4 heures de train parce que j'allais à Marseille et je vous avais proposé 4 livres pour décider, non 3 livres pour décider celui que j'allais emmener avec moi. Celui-ci l'avait remporté. Malheureusement, ça l'a pas fait, lui et moi, c'était pas un bon match. Je suis allée, il y a encore le marque-page là, vous voyez. Je suis allée jusqu'à la page 173 quand même, donc en vrai je lui ai donné sa chance, que 173 sur à peu près ouais, 450, je suis allée presque à la moitié. Et je n'ai pas compris, mais vraiment, je n'ai pas compris l'engouement autour de ce livre. Je sais qu'il a beaucoup plu et je sais qu'il a connu un succès incroyable ces derniers temps. Il y a même la suite, je crois, qui est sortie en grand format. J'ai trouvé ça chiant à mourir, vraiment. Alors si vous l'avez aimé, vraiment, je serais hyper intéressée de savoir pourquoi vous l'avez aimé. Parce que moi je me suis ennuyée, mais d'une force. Ensuite dans cette histoire, Briseis, qui est la reine de Lyrnessos, et donc sa ville a été prise d'assaut par Achille et son armée, et donc elle se fait capturer par Achille, et elle va devenir son trophée de guerre entre guillemets. Et donc le début, c'est elle qui essaye de survivre, puisqu'elle devient un peu la chose sexuelle d'Achille, mais on sent qu'il y a une espèce de lien un peu particulier, pas du tout amoureux, mais vraiment une espèce de relation un peu toxique, enfin assez bizarre qui commence à naître entre eux. Et il y a aussi le personnage de Patrocle qui entre un peu en jeu parce que il fait partie de l'armée et que parfois il discute avec Briseis. C'est tout ce que je peux vous dire par rapport à cette première moitié. Mais il ne se passe rien du tout. J'ai rien contre les romans lents, vraiment en plus parfois j'ai déjà adoré des romans qui prenaient extrêmement leur temps, mais là le personnage de Briseis, il est vide de toute émotion, il est blasé, et forcément quand tu te protèges face à des émotions très violentes et quand tu te fais violenter physiquement, psychologiquement, t'as tendance à créer une carapace, donc forcément les émotions ne se montrent pas de l'extérieur. Mais nous, on ressent exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on ne ressent aucune émotion. Enfin vraiment, personnellement, désolée, mais j'ai pas du tout eu pitié pour elle, et je me suis pas du tout attachée à elle, je me suis pas identifiée, rien du tout. Vraiment, elle me laissait de marbre. Le style de récit était froid, il était, je sais pas du tout engageant, et je m'attendais à quelque chose de très engagé, très féministe. Enfin, je pense que c'est le cas, et peut-être que si j'avais continué le récit, je serais rentrée dans des thèmes un peu différents. Mais là, je vous jure qu'en 173 pages quand même, 173, je lui ai laissé sa chance. Pour de vrai, je me suis ennuyée, il se passe rien du tout. Et vu qu'il se passe rien et que j'aime pas les personnages, bah abandon. Donc je sais pas si vous l'avez lu et si vous avez aimé. Et bah si c'est le cas, dites-moi ce que vous avez trouvé de bien et dites-moi si ça vaut le coup que je le reprenne, parce que techniquement comme il s'est rien passé, je pourrais le reprendre là alors que ça fait quasiment 2 semaines que je pense que je l'ai mis en pause. Je pourrais le reprendre comme ça, hein, puisque j'ai rien, je dois me souvenir de rien, littéralement rien, puisque il ne se passe rien. Maintenant c'est bon, l'abandon, vloup, on l'a expédié. Deuxième lecture que je vais vous présenter, c'est Alice Guy de Catel et Bocquet, qui est un roman graphique sur la vie d'Alice Guy, hein, comme son nom l'indique. Et donc après que les frères Lumière aient inventé le cinématographe, donc fin 19e, je crois que c'était en 1895, quelque chose comme ça, Alice Guy elle travaillait pour Gaumont, qui était aussi dans les appareils de photographie, qui s'est ensuite un peu mis dans l'image animée, le cinéma, etc. Et c'est devenu une pionnière du cinéma, c'est devenue la première femme à réaliser un film, et elle est notamment très connue pour sa petite scénette. Alors,
la femme est l'enfant dans le chou, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais voilà, c'est une femme qui va récupérer des petits bébés dans les choux et qui se base sur le mythe que les enfants naissent dans les choux, bref, vous avez compris. Donc le roman graphique retrace un peu son enfance, ça retrace un peu aussi la fin de sa vie, mais vraiment très rapidement, parce qu'après elle a monté des studios de cinéma, etc. Mais le plus gros s'attarde sur la naissance du cinéma en lui-même, et c'est très intéressant puisqu'on y croise beaucoup d'acteurs qui ont fait que le cinématographe, le cinéma, l'image animée, etc. est devenu grand public, et il y a des petites réflexions de gens qui disent mais pourquoi est-ce que les gens paieraient pour voir ça, personne ne veut voir des choses animées, ça n'arrivera jamais à retranscrire autant d'émotions que la photo, enfin voilà, c'est marrant de voir comment les mentalités ont changé. Les graphismes sont vraiment très très beaux, le personnage d'Alice Guy, qui a quand même 23 ans je crois au moment où elle tourne son premier film, donc elle est très très jeune, elle est vraiment très volontaire, elle n'hésite pas à casser tous les codes, à briser toutes les barrières. On a un peu aussi une réflexion sur, bah voilà, quand t'es une femme, on te prend pas trop au sérieux parfois, mais elle, de par sa personnalité, de par ses compétences, de par son dynamisme, elle a réussi à chaque fois à monter des équipes, à convaincre les hommes autour d'elle, alors que bon, c'était quand même le 19e, donc c'était pas une époque très ouverte au niveau opportunité pour les femmes, on va dire, mais elle a réussi à s'imposer. Pourtant, on l'a quand même oublié souvent de l'histoire du cinéma, et c'est un bel ouvrage pour se rappeler que oui, il y avait des femmes dans l'industrie à cette époque, pas beaucoup, mais il y en avait, et surtout elle, c'est la première réalisatrice de l'histoire, avec un grand H, du cinéma. Donc si ça vous intéresse, si son histoire vous intéresse, je recommande. Cette collection est très belle, je crois qu'il y a aussi Joséphine Baker, et il y en a un troisième sur Olympe de Gouges, je crois. Donc c'est des romans graphiques qui reprennent des grands destins de femmes, et je vous conseille, c'était incroyable, c'était très bien. Ensuite on part sur de la fantasy, et j'ai deux suites de sagas à vous présenter, que j'ai pas avec moi, mais on va passer assez rapidement parce que forcément c'est des suites. Mais j'ai lu Le Sorceleur, le tome 4 de Andrzej Sapkowski. Le tome 4, je peux pas vous en dire beaucoup. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est dans la continuité directe du tome 3, mais on s'ennuie. Ouais, si, on s'ennuie un peu. Il n'y a pas énormément de choses qui se passent quand même. Il y a un peu de complot dans la confrérie des sorciers et des sorcières. On en apprend un peu plus sur Ciri, et elle commence à vraiment développer ses pouvoirs, à se développer en tant que femme, en dehors de l'influence de Géralt ou de Yennefer, donc ça c'est vraiment très chouette. Si vous n'avez pas lu Le Sorceleur ou pas vu la série, c'est un peu compliqué à décrire comme histoire, dans la mesure où je crois que le tome 1 et le tome 2 c'est surtout des nouvelles qui permettent de placer un peu les personnages, l'univers, l'intrigue, et ensuite on commence à avoir un fil rouge, tome 3, tome 4, qui découle de certains événements du tome 1 et 2, mais voilà, la vraie histoire commence là à se développer, mais ça met du temps à se mettre en place, ça met vraiment du temps, c'est très lent, il y a beaucoup de complots politiques en fait, vraiment beaucoup, et parfois j'ai un peu du mal à saisir. Personnellement dans ce tome 4, il y a tellement de royaumes qui sont en concurrence les uns avec les autres, qui veulent faire la guerre, de sorciers et sorcières qui espionnent pour les uns, pour les autres, certains qui jouent au double jeu, enfin... Alors je sais pas si c'est moi qui suis teubée, c'est possible, mais j'ai trouvé que c'était quand même un peu compliqué à suivre. Mais voilà, la dernière partie, le dernier chapitre sur Ciri, j'ai vraiment adoré. Mais il y avait des moments où en fait je lisais, c'était sympa ce que je lisais parce que j'adore Le Sorceleur, j'ai joué aux jeux vidéo, j'ai vu la série, enfin jeux vidéo je pense je l'ai fini 2 fois déjà, et vraiment je suis super fan de l'univers. Mais là, tome 4 était pas incroyablement haletant, je prenais plaisir à le lire, mais... c'était pas vraiment dynamique quoi. Donc j'attends de voir ce que le tome 5 va donner, j'espère qu'on va avoir un peu plus d'action. Là par exemple Gérald, il combat pas beaucoup de monstres quoi. Moi j'aime bien quand il fait appel à ses petits pouvoirs, quand aussi on le mandate pour aller tuer des monstres, puisque c'est quand même littéralement son taf. Mais là je trouve que dans le tome 4 il n'y en avait pas beaucoup d'intrigues, bref. Après au niveau écriture, c'est toujours extrêmement bien écrit. Andrzej Sapkowski est vraiment il est hyper doué pour décrire ses personnages féminins aussi, parce que parfois il va vraiment décrire la condition féminine. Par exemple Ciri à un moment va avoir ses règles et il y a une sorcière qui va dire au garçon en mode mais vous vous foutez de ma gueule, vous vous rendez pas compte qu'une fois par mois elle est indisposée, genre vous êtes des malades. Et ouais, il y a des choses comme ça, ou par exemple quand on est malade, voilà, il y a des sorcières un peu sexy, un peu stylées et tout qui vont être malades pendant un voyage, et
bah, c'est pas très ragoûtant quoi, mais en fait c'est la vie, il est pas là à idéaliser les choses, c'est pas des princesses, c'est des vraies femmes, il va parler de choses qui concernent la condition féminine en règle générale, et il le fait très bien. Et en plus de ça, il va souvent intégrer dans son récit des personnages secondaires qu'on va suivre sur parfois même pas un chapitre en fait, le début d'un chapitre, quelques paragraphes, etc. Mais ça va nous poser un cadre pour la suite de l'action, ça va nous donner des infos supplémentaires. Ces personnages secondaires sont très bien construits pareil, et je sais que Guy Gabrielke fait la même chose dans le livre que j'ai lu récemment de lui. Les derniers rayons du soleil, je crois que c'était ça, bref. Il fait la même chose en suivant des personnages secondaires qui vont impacter l'action de manière directe ou indirecte, et c'est vraiment des choses qui sont souvent indépendants de la volonté de nos personnages principaux, et c'est assez représentatif quand même de la vraie vie, c'est-à-dire que nos héros ne peuvent pas tout contrôler bien sûr. Mais voilà, la saga, je l'adore, j'adore le monde du sorceleur, je pense que c'est une de mes sagas préférées de fantasy. L'univers qu'a créé Sapkowski est incroyable, les personnages qu'il a créés incroyables, mais ce tome 4 était un poil longué. Et ensuite, deuxième suite de saga de fantasy que j'ai lu, c'est Trois Lucioles de Guillaume Chamanadjian, qui est le tome 2 de Capitale du Sud et le tome 3 de la série La Tour de Garde, parce qu'en gros c'est deux trilogies qu'il écrit avec sa femme, enfin ils ont une trilogie chacun, donc il y a Capitale du Nord et Capitale du Sud, là c'est le tome 2 de Capitale du Sud, Trois Lucioles. On va retrouver notre personnage Nox, qui va vraiment évoluer dans un contexte et dans une ville qui est directement impactée par toute la fin du tome 1. Donc le tome 1 se finit avec un gros cliffhanger, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, et là c'est vraiment la suite directe, donc quelles sont les conséquences sur la ville, et Nox va vraiment devoir faire face aux conséquences de tout ce qui s'est passé dans le tome 1. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient ultra fans et qui avaient été pris dès le début dans ce tome 2. Alors moi j'ai eu un peu de mal, le tout début du tome 2, je sais pas pourquoi, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont apprécié que Nox devienne beaucoup plus mature, beaucoup plus adulte, parce que forcément il est très naïf, c'est un jeune adolescent dans le début du tome 1, et avec tous les événements un peu dramatiques qui se passent, il va forcément grandir, perdre un peu de son innocence et son âme d'enfant. Mais moi je pense que ça m'a manqué, j'aimais bien quand même le Nox d'avant, le petit coursier là qui allait faire ses petites livraisons et qui piquait dans la nourriture à chaque fois, et qui passait son temps à manger et à parler de nourriture. Ça m'a manqué je pense un peu dans ce tome 2, et le tout début c'était tellement... oh ouais non, tellement mature que j'ai mis un peu de temps à me plonger dans le récit. Mais passer le premier tiers, incroyable. Incroyable ce qui se passe. Vraiment, il y a des nouveaux personnages qui entrent en jeu qui sont vraiment très stylés à suivre. L'évolution de Nox, l'évolution des gens qui l'entourent, j'adore. Les intrigues politiques, elles sont assez simples à suivre. Vraiment, c'est de la fantasy assez classique, mais qui est très bien faite, très simple. Vraiment, ça casse pas trois pattes à un canard, quoique il y a des touches d'originalité dans le tome 2 qui n'étaient pas vraiment présentes dans le tome 1, donc on sent que la saga, je trouve, prend en matière, en texture, elle commence vraiment à s'épaissir un peu. Il y a plusieurs, on va dire, strates qui commencent à se former, alors que dans le tome 1 on était quand même sur une monolecture avec des complots et des petites intrigues assez simples à suivre. Mais là ça commence à s'étoffer, donc c'est très agréable. Je suis toujours aussi fan de l'univers. On est dans cette capitale qui aime boire, qui aime manger, enfin vraiment bon vivant. On intègre beaucoup de nouveaux thèmes qui n'étaient pas abordés dans le tome 1, donc c'est vraiment très cool. Des thèmes comme l'exode, la xénophobie, le destin, il y a des petits délires de prophétie qui entrent en jeu, donc c'est vraiment très chouette. Vraiment, c'est de la fantasy en fait réussie. C'est-à-dire que ok, c'est pas une saga qui va vous en mettre plein les yeux, vous allez pas vous dire waouh, incroyable, cette imagination, incroyable, cette complexité, comment, enfin vraiment il y a des fois où moi je lis des livres et je me dis mais comment un être humain a pu penser à autant de choses, autant de détails. Non, là c'est plus simple, mais en fait c'est tellement bien fait que c'est une valeur sûre. Par exemple, moi quand je l'ai acheté, je l'ai lu directement en fait parce que à ce moment-là, j'avais besoin d'une valeur sûre, j'avais besoin d'une lecture qui allait se dévorer, qui allait m'apporter un peu de frisson, un peu de piment, je sais pas, un peu de réconfort, et en fait il y a un peu tout ça dans cette saga. Et tout ce qu'on aurait pu dire sur le tome 1 où ça manquait parfois un peu d'aspérité, où c'était un peu lisse, on va dire, comme intrigue, ça commence à se décanter et ça commence à se complexifier un peu dans le tome 2, donc j'attends un peu le tome 3, mais en tout cas,
Le premier tiers, j'ai eu un peu du mal parce que je m'attendais à retrouver des choses qui m'avaient tellement plu dans le tome 1 que j'ai pas retrouvé, mais ça restait quand même très agréable. Mais je veux dire, je me suis pas plongée directement, j'étais pas happée dans le récit directement, mais c'était quand même bien. Mais voilà, les 2 derniers tiers, avec toute l'action qui se passe, avec l'évolution de nos personnages, on en découvre un peu plus sur l'univers, même si ça reste assez cloisonné sur Gemina, mais on en apprend un peu plus sur la ville, on en apprend un peu plus sur les différentes maisons qui l'ont gouvernée. Ça commence à se... voilà. On commence à avoir quelques réponses et je pense que le tome 3 va être une véritable explosion, surtout si le tome 2 de Capitale du Nord, pareil, gagne en qualité comme ça et qu'ensuite les deux nous font une espèce d'apothéose et que ils se relient peut-être ou j'en sais rien. Je pense que ça va être très agréable. Mais 3 Lucioles, vraiment très très bon. Et si vous avez envie de vous lancer dans la fantasy et que c'est pas encore un genre dans lequel vous êtes très à l'aise, c'est vraiment la saga parfaite pour commencer. Attendez que tous les tomes peut-être soient sortis. Mais c'est vraiment parfait parce que c'est tous les éléments qui font de la fantasy ce qu'elle est. Il prend tous les codes de la fantasy, tous les bons éléments, parfois il joue un peu avec, mais voilà. C'est quand même assez classique, mais c'est très bien fait. C'est hyper accessible et en même temps c'est tellement attachant, c'est tellement réconfortant, c'est tellement une valeur sûre que je ne peux que vous recommander cette saga. Alors avant-dernier livre à vous présenter avant que je vous parle de mon coup de cœur que je garde pour la fin, mais c'est Les années douces de Jiro Taniguchi que j'ai voulu découvrir parce que j'ai lu Quartier lointain il y a pas longtemps du même auteur et que j'ai vraiment adoré. Et donc là c'est un roman graphique, un manga, qui nous parle de Tsukiko, c'est une jeune célibataire très indépendante, un peu endurcie, très solitaire, qui va rencontrer un ancien professeur de lycée parce qu'il mange en fait tout le temps dans le même... je sais pas s'il y a un nom particulier, mais un même petit restaurant quoi. Enfin ça faisait longtemps qu'ils se voyaient de loin mais ils avaient jamais vraiment discuté et à un moment ils vont juste entrer en contact comme ça et va se lier une amitié entre eux qui va ensuite se développer en quelque chose d'un peu plus sensuel et romantique on va dire, mais ils ont 30 ans de différence, enfin je sais plus leur âge exact, et voilà, en fait le roman graphique c'est sur l'évolution de cette relation, comment eux mettent du temps à l'accepter, tu sais pas si l'autre est dans les mêmes dispositions, ils se font un peu chien et chat, parfois ils se voient très souvent, parfois ils se voient pas pendant longtemps, parfois ils sont dans le même restaurant, ils se voient pas, ils se parlent pas, alors que il y a deux semaines ils étaient passés un week-end ensemble, enfin voilà, c'est une relation qui est très complexe, dans le sens où parfois quand tu penses ne pas avoir droit à quelque chose, tu as tendance à le repousser parce que voilà, t'as l'impression que c'est mal et ils vont essayer de lutter un peu contre ces deux forces. C'est assez difficile à résumer parce que c'est vraiment l'histoire en fait de ces deux personnes. C'est le roman graphique et ça s'appelle Les années douces et c'est vraiment un très beau titre je trouve. C'est un roman graphique qui est plein de douceur, de poésie mais aussi de tristesse, de nostalgie. Il y a plein de mélancolie qui s'en dégage parce que ces deux personnages ils ont des personnalités ou ils ont des vécus particuliers qui fait que ils ont du mal peut-être aussi à accorder leur confiance, à se laisser aller avec l'autre, de se sentir aussi à l'aise avec quelqu'un du genre opposé, mais cette différence d'âge, ça crée une espèce d'ambiguïté, une complexité dans leur relation, et ils essayent un peu de s'en dépêtrer, et on suit en fait l'évolution, voilà. Mais c'était très doux, je vous recommande. J'ai un peu moins aimé que Quartier lointain, même s'il faut pas du tout comparer les deux histoires, elles sont pas comparables, mais j'ai préféré l'histoire de Quartier lointain qui était encore plus touchante je trouve, mais celle-ci était très touchante et à la fin vraiment on peut pas rester insensible à ces personnages même si il y a beaucoup de flou qui reste autour de leur passé, autour de leur personnalité, et moi Tsukiko j'ai eu un peu du mal à m'attacher à elle. Par contre j'ai adoré le professeur, vraiment je l'ai trouvé très humain, très touchant, très entier, très vrai, et Tsukiko voilà, je me suis moins identifiée alors que pourtant voilà, jeune femme indépendante, normalement son profil colle un peu plus au mien, mais je me suis moins identifiée parce que elle avait tendance à rejeter beaucoup de choses dans la vie, à rejeter beaucoup d'émotions, etc. Donc en fait ça fait la même chose qu'avec Pat Baker. Moi les personnages qui ont tendance à trop rejeter les émotions et ça se ressent trop dans la manière dont on relate leur vie, on relate leur personnalité, bah forcément je me détache aussi d'eux. Voilà, mais le fait que je m'attache beaucoup au professeur ça a un peu compensé. Voilà, c'était un récit comme d'habitude à la japonaise, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de poésie, beaucoup de douceur, ça flirte entre le réalisme magique parce qu'il y a des moments où il y a des choses un peu fantastiques, oniriques qui se passent et tu sais pas trop si c'est la réalité.
si il y a un peu de magie dans tout ça. Et donc ça m'a fait penser à du Murakami en roman graphique. J'ai trouvé qu'il y avait un peu la même patte, la même sensibilité, la même subtilité, la même justesse dans l'écriture des personnages, dans le fait de dépeindre des émotions qui sont très justes. Et c'était très doux. Je vous recommande, c'était très bien. Et maintenant, le coup de cœur, il est temps de parler de ma meilleure lecture là, de toutes celles que je vous ai présentées. Et je l'ai fini littéralement ce matin, donc là pour le coup, je suis pile à l'heure pour vous en parler. C'est Zephyr Alabama de Robert McCammon. Ah, c'est dur à dire, Cammon. Bon bref, Robert McCammon. Qui est l'histoire d'un petit garçon, et en anglais ça s'appelle Boy's Life, et je trouve le titre est parfait en anglais, mais il est très beau aussi en français. Et donc c'est l'histoire de Cory, qui est un petit garçon qui a 12 ans je crois au début de l'histoire. Il va aider son papa à faire sa tournée, parce que son papa est laitier. C'est le milieu des années 60, je crois, on est en 62, 63, je sais plus. Mais voilà, début des années 60, il aide son papa à faire sa tournée très tôt le matin avant d'aller à l'école. Et sauf que au détour d'un chemin, ils vont croiser une voiture qui va manquer les embouts de tir et qui va tomber dans le lac. Et son père va sortir de la voiture, essayer de sauver parce qu'il y a un homme dans la voiture. Il a été sauvagement tabassé et étranglé avec une corde de piano, etc. Mais voilà, il va sombrer dans le lac. Donc forcément, horrible, Zephyr Alabama, c'est une toute petite ville, il n'y a pas beaucoup d'habitants. On se demande comment un meurtre a pu être causé, qui pourrait être le meurtrier. Et surtout, le shérif ne va noter aucune disparition, personne ne va signaler de disparition, personne ne manque, donc mystère. On ne sait pas ce qui est arrivé à cet homme du lac. Et donc à côté de ça, il y a toute la vie de Cory qui va continuer à évoluer, et en fait on suit ses pérégrinations en tant que petit garçon avec sa bande de copains. On va suivre le jour où il a un nouveau vélo, on va suivre ce qui se passe dans la ville, on va suivre le jour où il écrit sa première nouvelle, etc. Et en fait, à travers ces petits feuilletons, il y a 3 parties je crois dans le livre, et chaque partie est découpée en chapitres, et il y a c'est des sortes de feuilletons vraiment. On peut lire entre guillemets séparément parce qu'il y a une espèce d'aventure qui se passe dans chaque chapitre qui a un début et une fin à chaque fois. Et dans tout ça, il y a le fil rouge de ce meurtre qui a été commis, mais c'est très réaliste dans le sens où si ça nous arrivait, bah évidemment que ça continuerait à nous hanter, etc. Mais on mettrait pas forcément notre vie en pause pour trouver le meurtrier, comme en fait souvent dans les thrillers ou les policiers. C'est pour ça que c'est des détectives, parce qu'en fait les mecs peuvent passer leur vie à enquêter, et du coup ça va vite. Alors que là, quand t'es témoin de quelque chose et qu'en fait bah, t'as pas de réponse après 1 mois, 2 mois, bah la vie continue. Et c'est assez réaliste dans le sens où il y a des petites choses qui viennent te rappeler ou qui te donnent des indices, et voilà, petit à petit Cory va avancer dans cette enquête avec son père, sans son père. Et donc il y a ces feuilletons de la vie de Cory qui sont tellement sympas à suivre, vraiment j'ai adoré. C'est tellement touchant, c'est tellement attachant. Au début on est vraiment dans l'innocence, la pureté de l'enfance. Cory il imagine des tas de choses avec ses copains, et en fait qui nous dit que c'est pas vrai. Il y a beaucoup de réalisme magique dans ce livre, il y a énormément de choses qui se passent, qui sont totalement impossibles dans la vraie vie, qui sont improbables, mais qui, dans la petite ville de Zephyr Alabama, semblent tout à fait à leur place. Et en fait, avec le recul, qui nous dit que c'était pas vrai? Est-ce que c'était l'imagination d'un enfant? Est-ce que c'était la réalité? Donc c'est vraiment du réalisme magique, et c'est hyper agréable parce que même nous, en tant que lecteurs, on oscille entre eux. Ah, pourquoi pas? Et puis si Cory dit que c'est vrai, moi je le crois. Et ensuite, plus on avance dans le livre, plus aussi Cory grandit, plus il comprend que la réalité du monde est un peu plus dure que ce qu'il pensait, hein. Il va se confronter aussi à des choses qui sont très dures, et il y a des moments et des passages qui sont tellement émouvants. J'ai failli pleurer à un moment précis, parce que c'est décrit avec la pureté de l'enfance qui découvre qu'en fait bah, la vie est injuste, la vie peut être dure, la vie peut être triste, et c'est pas parce qu'on fait les choses bien que voilà, rien ne nous arrivera, hein. Et c'est tellement émouvant, vraiment ce livre, je m'en suis délectée, j'ai pris mon temps pour le lire, j'ai vraiment lu ça comme des feuilletons après feuilletons. Il y a aussi dans ce roman une grosse réflexion sur la ségrégation raciale, puisque Zephyr est entre guillemets séparé en 2 parties, et il y a Uniontown je crois, non Bruton, je crois que c'est Bruton,
qui est peuplé donc uniquement de personnes noires, et Zéphyr c'est les blancs, donc voilà, les gens sont séparés. C'était vraiment le sud, donc le sud c'était la partie des États-Unis qui était la plus raciste et dans laquelle la ségrégation a duré le plus longtemps. Cory voit ça de son œil d'enfant. Cory a été très bien élevé, il est très bienveillant par des parents qui ne sont pas racistes, donc voilà, lui il a juste des réflexions d'enfant de mais en fait par exemple si on va au paradis tous ensemble, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas s'asseoir dans un restaurant les uns à côté des autres? Donc ce qui est totalement en fait pertinent et tellement simple comme pensée, mais voilà, en fait c'est que des pensées comme ça, puisqu'on est vraiment dans la tête de cet enfant tellement intelligent, tellement bienveillant, tellement imaginatif. Il adore écrire des histoires, il adore inventer des histoires, il en raconte à ses copains, et lui-même accueille en fait les choses avec beaucoup d'ouverture d'esprit. Et ce roman, c'est un petit bijou. J'ai regardé ce qu'avait écrit l'auteur, il s'est essayé à plein de genres, mais l'écriture, la traduction, incroyable. Vraiment, c'était d'une justesse, d'une poésie, d'une simplicité, enfin vraiment coup de cœur. Coup de cœur sur l'histoire, coup de cœur sur la plume, coup de cœur sur les thèmes abordés, cette nostalgie de l'enfance de nouveau, j'en parle dans ma vidéo sur 20th Century Boys, mais en ce moment, je sais pas pourquoi, tous les thèmes qui parlent de la nostalgie de l'enfance, d'écouter son enfant intérieur, ça me parle vraiment beaucoup. Et là c'est vraiment ça, c'est vraiment accepter les choses comme elles sont, accepter qu'on peut pas tout comprendre, regarder les choses avec un œil nouveau, avec un œil un peu naïf, pour profiter de la beauté de cet instant. Et surtout, il y a un message très fort qui est que les moments de l'enfance, une fois qu'ils sont perdus, on les retrouve jamais. Et ça c'est vraiment très triste et c'est très dur je trouve comme pensée, mais c'est pour ça qu'on est nostalgique aussi, c'est que toute cette partie de notre enfance où on est fermé à la dureté de la vie, en fait on n'a pas conscience de tout ce qui se passe. C'est des choses qu'on récupérera jamais, une fois que c'est perdu, c'est perdu. Malheureusement, une fois que t'as compris que la vie elle était injuste et que la vie elle pouvait être difficile, bah tu peux pas être autant dans la naïveté et autant dans l'ouverture aux autres qu'avant, mais si tu gardes quand même un lien avec ton enfant intérieur, si tu reconnectes avec lui, mais consciemment, voilà, si tu fais un travail, tu peux quand même retrouver des sensations de l'enfance, tu peux retrouver ce genre d'état d'esprit qui est quand même absolument incroyable. Moi j'aimerais bien penser qu'il y a des monstres antiques qui pourraient vivre dans la rivière. Ce livre, j'ai l'impression de pas lui avoir rendu justice. Ça c'est horrible parce que des fois j'ai l'impression de tellement aimer un livre et j'ai envie que vous l'aimiez, j'ai tellement envie de vous le vendre et de vous donner envie de le lire parce que vraiment c'est un bijou, c'est une pépite, c'est des moments incroyables de lecture. J'ai envie vraiment d'être éloquente et de vous convaincre, et maintenant, je m'y entends parler, mais j'ai pas l'impression de vous avoir vendu ça à sa juste valeur. Mais c'était vraiment une lecture incroyable, un des meilleurs livres que j'ai lu, je pense, depuis ce début d'année, et j'ai vraiment la très forte conviction qu'il va être dans mon top 10 de 2022 et qu'un jour je le relirai. Alors que ça c'est pas hyper souvent que je me dis, après avoir fini un livre, je l'ai fini ce matin, hein, je vous rappelle, ça arrive pas souvent que je me dise j'ai trop envie de le relire, et je sais que je le relirai un jour parce que tout est parfait. Tout est parfait dans ce livre et j'ai pas une chose à redire, tout est parfait. C'est le juste équilibre entre un livre sur l'enfance, un livre sur la vie, une petite enquête policière comme ça. Il y a des choses vraiment dures qui fait que c'est un livre pour adultes, mais en même temps si tu le lis à l'adolescence, ça peut te permettre de comprendre beaucoup de choses aussi. Enfin, vraiment une pépite. J'espère que quand même je vous aurais donné un tout petit peu envie de le lire, parce que vraiment coup de cœur intersidéral pour Zéphyr, Alabama. C'en est tout pour ce point lecture, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura donné quelques petites idées de livres. N'hésitez pas à me dire pour l'instant quelle est votre meilleure lecture de 2022. J'avais fait un petit post sur Instagram, mais voilà, j'imagine que vous n'êtes pas tous à me suivre sur les deux réseaux, donc n'hésitez pas à me dire pour l'instant quelle est votre meilleure lecture de 2022. Je suis en recherche d'inspiration. Parce que voilà, j'ai envie de découvrir des livres vers lesquels je me serais pas tournée naturellement. C'est l'été, on peut lire dehors, on peut profiter, c'est l'occasion. Je vous attends en commentaire, je vous fais plein de bisous, j'espère que vous allez bien et je vous dis à la prochaine.